Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier mon ami, le professeur Nssar et tous les membres de l'ACER de m'avoir invité à participer à cette journée. C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi mes amis rhumatologues et c'est également un plaisir pour moi de discuter d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est les PID. Et cette fois, on va parler des PID au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, quand on parle de PID qui survient au cours d'une polyarthrite rhumatoïde, c'est toujours un sujet de débat. Ça nous laisse poser beaucoup de questions, que ce soit pour nous pneumologues ou des questions qu'on reçoit de la part des rhumatologues. Et donc, on va essayer dans ce topo de répondre à ces questions qui sont plutôt d'ordre pratique de tous les jours. Donc d'abord, pourquoi s'intéresser à cette entité PRPID? Ensuite, quand est-ce qu'il faut-il dépister la PID au cours d'une PR? Parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes. Quels sont les principaux facteurs de risque chez les patients ayant une PID, une PR? Et comment dépister, finalement, comment dépister cette PID au cours de la PR? Et enfin, quand et comment traiter ces patients? Donc, pour répondre à la première question, pourquoi on s'intéresse à cette association? Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question en faisant le point sur quatre points clés ou points essentiels. D'abord, la fréquence. Donc, c'est une manifestation extra-articulaire qui est très fréquente. Malheureusement, elle reste très sous-estimée, largement sous-estimée par les rhumatologues. Pourquoi? Parce qu'elle est longtemps et souvent asymptomatique. Pourquoi? Parce que également la radiothorax est très peu performante dans ce domaine. Regardez, on a une prévalence de moins de 10% chez des patients qui ont une expression clinique, alors que quand on passe au scanner haute résolution, quand on fait une détection systématique par scanner, eh bien, la prévalence grimpe à 25 et même à pratiquement 60%, même chez des patients qui sont asymptomatiques. C'est une pathologie qui est hétérogène, c'est une entité qui est très hétérogène. Comme on voit, il y a plusieurs sous-types de patterns scanographiques allant de la pneumopathie organisée, passant par la PIS et arrivant à la PIC, c'est-à-dire la pneumopathie interstitielle commune ou l'UIP pour les anglo-saxons. Et malheureusement, c'est cette PIC fibrosante qui est l'entité la plus fréquente au cours de la polyarthrite rhumatoïde. C'est une entité qui est évolutive. Quand on a fait le diagnostic d'une PID, eh ben, on a entre 40 et 50% des patients qui vont évoluer vers la fibrose. Et malheureusement aussi, chez ces patients-là, donc à 5 ans du diagnostic de PID, 40% vont voir leur DLCO baisser. Et on sait très bien que c'est la DLCO, les troubles de la diffusion sont les premiers à apparaître. Donc, elle va baisser à moins de 40% et la CVF va diminuer à moins de 50%. Donc, après 5 ans d'évolution. C'est une maladie également qui est sévère. Donc, quand on voit un peu les différentes études, on voit que le taux de mortalité est 3 fois plus élevé chez les patients qui ont une PID par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et cette mortalité, elle est beaucoup plus importante chez les patients qui ont une PID sous forme de pic fibrosante. Donc, c'est une mortalité qui est superposable à celle de la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est juste pour dire qu'elle est de très mauvais pronostic. Donc, après, bien sûr, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut dépister cette PID. Alors, quand est-ce qu'il a dépisté et comment? Alors, il faut savoir déjà que quand on a un patient qui a une PR et qui développe des symptômes respiratoires, là, on ne parlera plus de dépistage. Il a des symptômes respiratoires, donc il faut aller demander une TDM thoracique. D'ailleurs, c'est ce que vous faites. C'est TDM qui va nous aider, qui va aider les pneumologues dans le diagnostic d'abord. Donc, on va voir un peu de quel pattern il s'agit, pic ou non pic. Et puis, on va voir aussi l'extension des lésions. Ensuite, on va compléter par des explorations fonctionnelles respiratoires. Et bien sûr, on va discuter en DNI. Mais quand le patient n'est pas symptomatique, c'est là l'intérêt, tout l'intérêt du screening ou du dépistage chez ces patients-là. Alors pourquoi il est important de screener ces patients? Parce que plus le délai de diagnostic de l'APID est avancé et plus le taux des décès ou de mortalité est important avec une durée de survie qui est très faible. Donc il faut
agir précocement et il faut dépister avant de faire le diagnostic, il faut d'abord dépister cette PID. Alors, comment dépister et quels sont les facteurs de risque d'abord? Donc, les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'individu, à la personne elle-même, c'est-à-dire le sexe, l'âge, l'environnement et puis la génétique, on va voir ces facteurs. Et puis, il y a les facteurs qui sont liés à la maladie, à la polyarthrite rhumatoïde, on va voir le sous-phénotype, l'activité de la maladie et certains médicaments. Donc, qui dépister? Alors d'abord, quand on a une PR qui est active, c'est un facteur de risque de développer une PID. Plus la PR est active et plus on a un risque de développer une PID, comme on voit dans cette étude. Donc, une unité d'augmentation du DAS28 augmente le risque de PID de 35%. Donc, le DAS28 est un facteur qui va nous orienter vers le fait de développer une PID. Alors, est-ce que le phénotype ou le sous-phénotype de PR influence la survenue de cette PID? Eh bien, en fait, cette relation entre statut ACPA positif et risque de PID a longtemps été controversée. Il y a eu beaucoup de littérature dans ce sens. Mais par la suite, on s'est dit que les études ont montré qu'en fait, il n'y a pas de lien entre le statut ACPA et la PID. C'est-à-dire, même un patient avec ACPA positif, on va dire que, on va pas dire qu'il n'a pas de risque, mais il n'y a pas de lien entre ce statut et le fait de développer cette PID. Possible qu'il y aurait un rôle de titre élevé ou de sous-type d'ACPA. Donc, ce sont des études qui sont en cours, mais rien n'est encore validé. Alors, pour les facteurs qui sont liés au patient lui-même, alors il y a eu, selon les études, des facteurs de risque indépendants de survenue de la PID. Alors, l'âge tardif de début de la PR. Donc, l'âge tardif, et on a vu que selon les études, comme on voit ici sur les tableaux d'en bas, donc avec un décalage de 10 ans par rapport à ceux qui vont développer une PID et ceux qui n'en ont pas. Le sexe masculin, ça a été déjà dit. Le tabac, plus de 25 paquets années. Donc, c'est un risque de développer une PID et l'obésité avec un BMI supérieur à 30 kg par mètre carré. C'est également un facteur de risque. Pourquoi? Parce qu'on a un fond d'inflammation qui persiste. Et donc, on a vu tout à l'heure avec Madame Kinsey que c'est une maladie qui va être réfractaire au traitement. Et donc, on a ce fond d'inflammation, cette activité qui va persister. Et donc, le patient est à risque de développer une PID. Alors, et j'arrive au facteur de risque génétique. Et là, le MUC5B est un gène c'est le principal en fait facteur de risque génétique de la fibrose pulmonaire idiopathique. On l'a étudié également dans d'autres pneumopathies fibrosantes progressives, dont la polyarthrite rhumatoïde. Et on a trouvé que ce MUC5B était bien exprimé chez des patients qui développent une PID. Alors, comme on le voit ici, alors l'autre ratio, il est de 3 pour les PID, c'est-à-dire qu'un patient qui exprime le MUC5B a 3 fois plus de risque de développer une PID et 6 fois le risque est multiplié par 6 pour développer une pique fibrosante. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est cette image d'en bas qui ressemble un peu à l'image du yin et du yang et qui montre qu'il y a une association très restreinte entre le phénotype PIC et le MUC5B, c'est-à-dire que ces patients-là vont développer une pique fibrosante. Donc, quand on a un peu une idée sur les facteurs de risque, est-ce qu'il ne serait pas, donc, je dirais, judicieux de développer un score de risque de PID au cours de la PR? Eh bien, c'est ce qui a été fait par les différents auteurs. Là, il y a l'équipe de Cochin qui s'est intéressée donc, à ce score prédictif de développer une PID. Donc, ce sont des études qui ont été récemment présentées à l'EULAR. Et il y a l'étude FINDRA et puis il y a l'étude, la cohorte Espoir. Donc, ils ont essayé de travailler sur cette cohorte Espoir. Ils ont fait une TDM thoracique systématique après au moins 10 ans d'évolution chez 175 patients qui étaient asymptomatiques sur le plan respiratoire. Et ils ont essayé d'identifier les facteurs de risque prédictifs de survenue de la PID.
Eh bien, les facteurs de risque de survenue de la PID qui sortent de cette étude, c'est l'âge de début tardif de la polyarthrite rhumatoïde, le sexe masculin, le DAS28 moyen au cours de l'évolution et le gène MUC5B. Donc, si on a l'un de ces facteurs, on a un risque de développer une PID. Et là, si on voit un peu donc la matrice de risque selon ce score, eh bien, si on a les quatre facteurs, eh bien, on a 95% de développer une PID, enfin 95% de malchance de développer une PID. Alors, comment on va faire le dépistage? Quels sont les moyens? Alors, c'est la TDM thoracique. La TDM thoracique reste le gold standard. Elle permet de faire la détection à un stade de préclinique et elle permet de nous faire une analyse qualitative des patterns scanographiques. Est-ce qu'il s'agit d'une pneumopathie organisée? Est-ce qu'il s'agit d'une PINS? Est-ce qu'il s'agit d'une PIC? Une analyse également quantitative, c'est-à-dire on va voir l'extension des lésions. Malheureusement, la limite, c'est l'exposition aux radiations ionisantes. Donc, il faut penser aussi à ça. Et donc, le dépistage, on va voir, il faut bien choisir les patients éligibles au scanner. Alors, quels sont ces aspects scanographiques? Il y en a deux qui sont les plus intéressants. Il y a aussi la pneumopathie organisée, comme ce que j'ai montré tout à l'heure. Mais il y a la PIS avec beaucoup de verres dépolis, quelques images réticulaires, très peu de rayons de miel, et qui peut évoluer vers la PIC, c'est-à-dire la pneumopathie interstitielle commune, où on a du rayon de miel, c'est-à-dire qu'on a de la fibrose, beaucoup plus de fibrose, des réticulations, ça prédomine au niveau des bases et en périphérie, et ça ressemble à la fibrose pulmonaire idiopathique. L'autre outil, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire. Alors, ce n'est pas un très bon outil de dépistage. Il y a deux études qui se sont intéressées à l'exploration chez ces patients-là. Une petite étude qui a porté juste sur 27 patients et qui a montré qu'il y avait, que la diminution de la DLCO était un facteur de risque indépendant de développer une PID. Mais en fait, pourquoi ce n'est pas très intéressant? Parce que dès lors qu'on a un syndrome interstitiel, une atteinte de la membrane alvéolo-capillaire, on aura des troubles de la diffusion. La DLCO est la première à baisser, même chez des patients qui sont asymptomatiques. Et puis une autre étude rétrospective qui avait porté sur 157 patients PR, chez qui on avait fait systématiquement une TDM thoracique, on a trouvé 19% de PID précliniques et une diminution de la DLCO qui était prédictive de PID avec une belle R sous la courbe. Un autre outil intéressant, c'est l'échographie. Actuellement, on sait que l'échographe est le prolongement de la main du rhumatologue et même du pneumologue. Et donc, l'échographie pourrait nous être utile pour orienter donc, le diagnostic. Là, c'est une méta-analyse de 11 études de PID liés à des connectivites. Portant sur 487 patients, dans 266 patients avec PR, eh bien, chez qui on a fait des échographies, eh bien, la sensibilité est de 86% quand même. Et qu'est-ce qu'on cherche à l'écho? Eh bien, on cherche les fameuses lignes B. Quand on les trouve, eh bien, ça nous oriente vers un syndrome interstitiel, vers une PID qui existe. Et donc, il faut aller compléter par une TDM. Le e-stéthoscope, donc on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Eh bien, l'étude Vector s'est intéressée à étudier l'intérêt du e-stéthoscope chez 137 patients PR avec TDM systématique. Donc, les résultats étaient probants, donc étaient satisfaisants, avec 93% donc, de sensibilité. Il serait intéressant chez les non-pneumologues. Les pneumologues, ils sont habitués à entendre les crépitants, mais les non-pneumologues, ils peuvent se faire aider par le e-stéthoscope pour être orientés vers le diagnostic d'une PID. Donc, à l'état actuel des connaissances, que faut-il faire pour le dépistage? Quand on est devant un groupe de patients qui ont un haut risque de développer une PID, que faut-il faire? Là, il faut aller directement faire un scanner haute résolution et complété par des tests fonctionnels respiratoires et bien sûr adressés aux pneumos. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire on n'a pas
des facteurs de haut risque, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut chercher les autres outils dont je viens de parler. Donc, soit une échographie, soit le stéthoscope, soit un scanner low dose quand même. Donc, on le fait pour dépister cette atteinte. Et quand on retrouve cette atteinte, on va aller compléter par un scanner haute résolution, test fonctionnel et puis bien sûr référer le patient au pneumologue pour une discussion et pour compléter le bilan et bien sûr pour une discussion multidisciplinaire. Alors, j'arrive à la fin, c'est le traitement. Comment traiter? Comment prendre en charge ces patients qui ont une PID? D'abord, avant de traiter, il faut revoir les concepts physiopathologiques. Ensuite, il faut choisir les patients qu'on va traiter. Est-ce qu'on va traiter tout le monde? Quel est l'intérêt des immunosuppresseurs? Quel est l'intérêt des antifibrosants? Et enfin, quelle prise en charge en pratique? Alors, pour revoir un peu les concepts physiopathologiques, il y a trois principaux paradigmes physiologiques. D'abord, quand j'ai parlé tout à l'heure des entités qu'on retrouve au scanner, eh ben, il y a une corrélation entre les entités scanographiques et histologiques. Quand on parle de pneumopathie organisée, eh ben, on a beaucoup d'inflammation, on a pratiquement que de l'inflammation et pas de fibrose. Et quand on passe vers la PIS, la pneumopathie interstitielle non spécifique, ben on voit qu'il y a de l'inflammation toujours, mais on commence à voir un peu de fibrose. Mais quand on arrive à la PIC, il n'y a que de la fibrose, il n'y a plus d'inflammation. Donc, on va de l'inflammation vers la fibrose. Et donc, on serait plus enclin de dire qu'on va choisir le groupe de PID non fibrosantes où on n'a que de l'inflammation. Et donc là, on va traiter par des immunosuppresseurs d'abord, ce qui est tout à fait logique. Si par contre on a un patient qui n'a pas d'inflammation, c'est-à-dire un aspect de pic, et qu'il n'y a que de la fibrose, là, on va considérer un traitement antifibrosant. Entre les deux, quand on a une pince ou autre, il faut voir quelle composante est prédominante. Et l'idéal, c'est de commencer toujours par un traitement immunosuppresseur et switcher par l'antifibrosant par la suite. Alors, toujours dans les voies physiopathologiques, il y a beaucoup de similitudes entre la RPID et la fibrose pulmonaire idiopathique. On a vu qu'il y avait le sexe masculin, le tabagisme, il y avait le taux de survie qui était pratiquement le même, l'aspect PIC sur le scanner, et puis les gènes, le MUC5B avec les autres, donc pour les télomères et les autres, mais surtout le 5B. Donc, on a beaucoup de similitudes entre les deux, ce qui laisse supposer que c'est des patients qui vont évoluer vers la fibrose et qu'il faut, chez ces patients-là, démarrer des antifibrosants. Et puis, il y a l'activité de la maladie. On a vu aussi que les malades qui sont très actifs vont développer une PID qui serait fibrosante. Et donc, il faut d'abord contrôler la maladie. Il faut, dans le traitement, ne pas oublier de contrôler la maladie en parallèle avec le traitement de la PID. Alors, qui on va traiter? Eh bien, pas tous les patients, mais c'est les patients qui progressent. C'est les PRPID qui sont progressives, tout en sachant que 50% des PRPID ont une maladie qui est progressive. Alors, comment définir la progression? Quand on a une PID, selon les recommandations de l'ERS-ATS de 2022, quand on a un patient qui a, au cours de l'année écoulée, une aggravation des symptômes respiratoires, des preuves physiologiques de la progression de la maladie, c'est-à-dire un déclin de la capacité vitale forcée de 5% ou de la DLCO de 10% sur une année, ou une preuve radiologique de progression avec une augmentation de l'étendue des bronchectasies, de nouvelles opacités en verre dépoli, de nouvelles opacités réticulaires fines, une étendue accrue des images réticulaires ou un rayon de miel qui apparaît ou qui s'aggrave. Dans ce cas-là, on va dire que c'est une maladie qui progresse et on est en droit de démarrer un antifibrosant. Alors, quel est l'intérêt des immunosuppresseurs? Autrement dit, est-ce qu'il faut poursuivre les DIMARS? Ça aussi, c'est une question. Et là, je fais allusion au méthotrexate. Alors, le méthotrexate, on a longtemps incriminer le méthotrexate dans l'apparition de la PID. Et à chaque fois qu'il y avait une PID qui apparaissait au cours de l'évolution d'une PR, la première des choses que les rhumatos font, ils arrêtent le méthotrexate. Or,
Les études l'ont innocenté. Le méthotrexate n'est pas du tout un facteur de risque d'apparition d'une PID. Au contraire, il a été montré qu'il retarde le délai d'apparition de la PID. Il aurait même un rôle protecteur et donc il ne faut pas l'arrêter. Donc s'il y a un message que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que le méthotrexate reste la pierre angulaire du traitement de la PR et qu'il ne doit pas être arrêté en cas de PID. Je ne dis pas qu'il est pas du tout incriminé, mais il serait incriminé dans les pneumopathies d'hypersensibilité. Et la pneumopathie d'hypersensibilité, c'est une entité à part, c'est plutôt allergique et donc c'est aigu, c'est pas du tout la PID qui évolue, c'est pas du tout chronique. Alors, les anti-TNF ont également été incriminés dans l'apparition de la PID au cours de l'APR, mais là aussi, ce sont juste des case reports. Il n'y a pas eu de warning dans les études de phase 3 et 4, pas d'association entre TNF et occurrence d'une PID dans les études larges et pas de surmortalité. Donc, à ce jour, on ne peut pas l'incriminer. Et on ne peut pas dire que c'est un facteur de risque d'apparition de la PID. Et donc, il n'est pas du tout contre-indiqué en cas de PID. Un médicament qui est très intéressant, c'est le rituximab. Alors, les anti-CD20 étaient très efficaces dans l'atteinte pulmonaire, mais il y a eu la pandémie Covid et donc on n'a pas du tout favorisé le rituximab durant la pandémie Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque important d'infection et puis ça diminue aussi la réponse vaccinale. Et il y a eu quelques études qui se sont intéressées aux anti-CD20. Ce sont des petits groupes, des petites études, et qui ont montré que le rituximab pourrait avoir un intérêt dans la prise en charge de cette PR-PID. Un autre médicament qui est toujours en cours d'étude, c'est l'abatacept. Alors, c'est une étude espagnole rétrospective assez récente qui a porté sur 263 patients PRPID suivis sur 60 mois. Et on a pris 3 groupes qu'on a analysés, un groupe sous aba-méthotrexate, un autre groupe sous abatacept seul et un autre sous abatacept avec un autre médicament non méthotrexate. Et on a trouvé que le groupe qui était sous abatacept avait une bonne tolérance avec une relative stabilité des EFR, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'études contrôlées, randomisées. Il y a une étude qui vient d'être donc présentée lors de la journée de l'EULAR, et c'est une étude qui est toujours en cours, qui a montré de bons résultats avec l'abatacept. Le tocilizumab, alors par extrapolation à l'étude Focus qui a porté sur des malades qui ont une sclérodermie, donc il était bien toléré chez ces patients-là avec une bonne réponse, et il pourrait avoir, selon cette étude, c'est une étude de phase 3 randomisée et qui a montré que ces patients-là ont bien répondu, surtout quand ils avaient un pattern PINS qui ressemble aussi au pattern scanographique qu'on retrouve dans la sclérodermie. La PINS est la plus fréquente. Et donc, ces patients qui ont un profil PINS répondent mieux au tocilizumab. Qu'en est-il de l'association cyclophosphamide azatioprine? Alors, il n'y a pas d'indication actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une surmortalité avec cette association. Il y a eu l'étude Panthère qui a montré une surmortalité de la trithérapie cyclophosphamide azatioprine corticoïde chez les patients ayant une fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, c'est là on a arrêté de traiter les patients par des corticoïdes et par du cyclophosphamide et même de l'azatioprine. Je parle là de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et puis, la même étude a été réalisée chez les patients qui ont une PR, une PID associée à la PR. Et bien, la même chose, on a trouvé une surmortalité chez ces patients-là. Et donc, il n'y a pas d'indication au cyclophosphamide et à l'azatioprine chez ces patients-là. Alors, le mycophénolate mofétyl, c'est un bon produit qu'on donne beaucoup dans la sclérodermie, plus que l'APR, donc il est plus efficace dans la sclérodermie. Il a été testé chez les patients ayant une PR-PID avec une amélioration symptomatique, une stabilisation de la fonction respiratoire, et ça nous permet aussi de réduire la dose des corticoïdes. Alors, j'arrive aux antifibrosants. Quel est l'intérêt? Donc là, c'est la grande étude
Imbult, qui a porté sur des patients qui ont une pneumopathie fibrosante, une PID fibrosante progressive. Et dans ce groupe, il y avait des pneumopathies fibrosantes progressives liées à des connectivites, à des maladies de système, et il y avait un groupe qui était lié à la polyarthrite rhumatoïde. Alors, le nintédanib, c'est un inhibiteur de la tyrosine kinase. Là, c'est une étude randomisée, multicentrique, en double aveugle. On a pris un groupe qu'on a mis sous nintédanib et un autre placebo. Et on a pris surtout des PID fibrosantes progressives non fibrosidiopathiques. Et on a vu un peu le critère principal, c'était le taux annuel du déclin de la capacité vitale forcée. Alors, qu'est-ce qu'elle a montré? Qu'il y avait une diminution du déclin de la capacité vitale forcée de 57% à la 52e semaine. Et ces résultats ont été également retrouvés dans le groupe qui était lié aux maladies auto-immunes, donc comme on le voit ici dans la PRPID. Donc, il y avait une diminution du déclin de la capacité vitale forcée de 58%. Un autre antifibrosant, mais qui n'a pas pu avoir l'AMM dans ce genre de pathologie, c'est la pyrphénidone qu'on donne dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Là, c'est une étude qui a porté sur 270 patients qui étaient prévus, mais seuls 123 étaient randomisés et 63 ont été mis sous pyrphénidone. Mais le résultat, l'objectif principal de cette étude n'a pas été atteint, donc on n'a pas pu le prendre en considération dans les recommandations et de ce fait, la pyrphénidone n'est pas recommandée, n'est pas encore recommandée chez ces patients-là, mais c'est le nintédanib qu'on peut recommander chez ces patients. Alors finalement, comment faire? Quand on a une PRPID, d'abord, c'est les traitements immunomodulateurs, bien sûr, et puis par la suite, on va passer, si il y a échec des traitements immunomodulateurs, on passe soit au rituximab ou l'abatacept ou le MMF. Donc, ce sont les trois qui ont prouvé leur efficacité. Et si échec, après un an d'évolution, si on voit que le patient progresse, on passera à l'antifibrosant qui est le nintédanib. Alors, il ne faut pas oublier, bien sûr, l'arrêt du tabac, c'est important, la vaccination antigrippale, antipneumococcique et anti-SARS-CoV-2. Il faut prendre en charge les comorbidités associées, notamment un syndrome d'apnée de sommeil qu'on retrouve souvent chez ces patients, la réhabilitation respiratoire, l'oxygénothérapie et enfin la transplantation pulmonaire. La transplantation pulmonaire, malheureusement, n'a pas donné n'a pas donné des résultats très intéressants. Pourquoi? Parce que les patients atteints de PRPID et de FPI, eh ben, ils ont la même survie. Donc, on voit très bien que les courbes se superposent. Et pour l'évolution, malheureusement, la moitié de ces PID fibrosantes progressives vont décéder dans les 24 mois après le diagnostic selon les différentes études. Donc, le pronostic reste sévère quand il s'agit d'une pique fibrosante, malheureusement. Donc, je finis par rappeler que la prise en charge de ces patients doit être multidisciplinaire. À ce jour, il n'existe pas encore de recommandations internationales qui concernent le dépistage ou le traitement de la PRPID. On a vu que la dernière étude qui parle du dépistage et qui va faire l'objet des recommandations de l'ACR 2024. Donc, ça va venir. La prise en charge doit être adaptée à chaque patient, bien sûr, après une évaluation complète. Et bien sûr, tout malade ou tout dossier doit être discuté en DMD, bien sûr, qui va impliquer au moins un pneumologue, un rhumatologue et un radiologue. Et là, donc, devant toute PID, il faut penser à détecter les stigmates biologiques et cliniques d'auto-immunité en général. Bien sûr, il faut une collaboration entre les rhumatos, les internistes et les pneumos. Et devant une PR, toujours explorer le poumon. On a vu le pourquoi, on a vu le comment, et quand, là aussi, on l'a vu, et je vous remercie. Merci, professeur Zerba, pour cette excellente présentation. Effectivement, le poumon rhumatoïde, c'est une situation fréquente dans notre pratique. Donc, la parole est à la salle. Oui, s'il vous plaît, le micro, docteur MNS. Merci beaucoup, professeur Zerba, pour une présentation très pratique. Alors, j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins de PID dans notre pratique rhumatologique.
Peut-être à cause de la prise en charge optimale de nos polyarthrite rhumatoïde, la PID étant une manifestation extra-articulaire de la maladie rhumatoïde, est-ce que une maladie rhumatoïde bien traitée et bien contrôlée permet donc de voir de moins en moins de PID, ou bien il existe des PID qui échappent à un traitement de fond correct de la maladie rhumatoïde? Est-ce que vous avez d'authentiques PID qui échappent au traitement de fond? Alors, merci pour cette question qui est aussi d'ordre pratique. En fait, oui, c'est vrai que vous commencez à contrôler la PR de plus en plus, ce qui est bien, mais on a vu que le contrôle de la maladie n'est qu'un seul facteur de risque parmi d'autres. L'activité de la maladie, il y a les autres facteurs, il y a la génétique, il y a le sexe, il y a les autres facteurs qu'on a vus, mais il n'y a pas que le DAS28, il y a les autres. Donc, on joue sur une partie de ces facteurs de risque. Il y a les autres. Maintenant, si vous n'en voyez pas, eh ben, je ne sais pas, dans votre pratique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites un scanner systématiquement à tout patient qui a une PR, ou ce n'est que quand il a des symptômes que vous le faites? Parce que vous avez vu que la majorité des patients qu'on détecte, c'est des patients qui sont infracliniques. On n'a pas de symptômes, et c'est là où on découvre la majorité des PID. Donc là, si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est de faire un scanner, c'est de d'abord respecter ces facteurs de risque, enfin ce score que je viens de montrer. Et si vous voyez qu'il y a des patients qui ont des facteurs de risque, il faut demander un scanner. Donc il faut dépister la PID avant l'apparition des symptômes. Chose aussi importante, c'est que pour nous, pneumologues, on voit parfois des PID qui sont inaugurales de la maladie. Ils n'ont pas de symptômes. Et il y a des patients qu'on a traités comme fibrose pulmonaire idiopathique pendant 2-3 ans parce qu'ils avaient un aspect pic et ils n'avaient aucun symptôme. Et le bilan immunologique qu'on fait systématiquement, qui fait partie du bilan systématique de la fibrose pulmonaire idiopathique, on demande les anti-CCP et le facteur rhumatoïde. Et c'est des malades qui ont un bilan négatif, qui n'ont aucun symptôme et qu'on a traités comme fibrose pulmonaire idiopathique. Et au cours de l'évolution, ils ont développé les symptômes et ils ont positivé leurs anticorps. Et donc, il y a eu l'apparition de la PR après la PID. C'est vrai que ce n'est pas très fréquent, mais la PID peut être inaugurale de la polyarthrite rhumatoïde. Et vous avez des recommandations de dépistage dans ce sens? Alors, le dépistage, c'est d'abord ce que je viens de dire. C'est quand on a un patient de sexe masculin, l'âge de début de la PR qui est important. Le gène, entre guillemets, il faut commencer à réfléchir à ça, à faire une étude génétique chez ces patients-là. Et quand on a ces facteurs de risque, il faut aller au moins faire un scanner low dose, au moins. Mais sinon, si on a des facteurs de risque, on a rassemblé tous les facteurs de risque, il faut aller directement faire un scanner haute résolution. Voilà. Docteur Berdey. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation. Merci de nous avoir encore rassurés par rapport au méthotrexate. On fait depuis quelque temps, on travaille beaucoup en collaboration avec les pneumologues chez nous à l'hôpital. Mais je voulais savoir à quel rythme, vu les rayons, à quel rythme on devrait faire des scanners chez nos patients. Merci. Alors, oui. Alors, si vous avez vu le schéma que j'ai montré, on n'a pas cette notion encore de à quel rythme, mais je dirais par extrapolation par rapport à la fibrose pulmonaire idiopathique, on fait un scanner tous les ans, une fois par an, s'il n'y a pas d'aggravation clinique, s'il n'y a pas de symptômes cliniques. Maintenant, si le patient fait des symptômes, c'est sûr qu'on va faire un scanner. Mais si tout est bon, on fera un scanner tous les ans. D'accord, merci beaucoup. Par extrapolation, mais il n'y a pas encore de recommandation, je l'ai dit. Oui, parfait, merci beaucoup. Docteur Albessi. S'il vous plaît, que pensez-vous de l'association du syndrome de Gouge-Sjogren à la polyarthrite rhumatoïde comme facteur de risque de cette pneumopathie interstitielle diffuse? Merci. Alors, ça nous pose problème, nous aussi. Quand on a cette association, ça nous pose problème. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec Madame Kinsey et avec Madame Jenani Ensar dans ce sens. Quand on a un patient chez qui on a les deux, on discute justement DMD et le traitement, je dirais, on peut commencer par le MMF qui donne de très bons résultats aussi chez ces patients-là. Donc, et puis on surveille le patient. Voilà, le MMF. Mais quand on a une fibrose qui progresse,
on n'arrête pas le traitement, mais on ajoute un antifibrose en plus. Docteur Skirish, S'il vous plaît, concernant le dépistage de la PID, il y a eu une actualisation des recommandations à la SPR 2023. Oui. Il y a une recommandation qui stipule qu'il ne faut rechercher et dépister cette PID que lorsqu'il y a des signes d'appel cliniques fonctionnels ou d'examen. Donc, et qu'il ne faut pas faire de dépistage quand il n'y a pas ces signes. C'est-à-dire, vous dites qu'il Oui. faut se baser sur les Alors, moi, facteurs de risque. Oui, alors parce que ça, c'est tout récent, hein. Ça va faire l'objet de l'ACR 2024, les recommandations de l'ACR. Et c'est Philippe Dieudé, qui est un rhumato à l'hôpital Cochin, qui a fait l'étude avec le professeur Juge, qui est pneumologue. Et c'est une étude qui est tout à fait récente. L'étude FINDRA, elle est récente. Et ils ont travaillé sur la cohorte Espoir. Et donc là, ils viennent de publier ces articles-là. Et ça a été discuté à l'ELAR à Milan cette année, en 2023, et ça va faire l'objet. Donc, les facteurs prédictifs ou le score prédictif va faire l'objet des nouvelles recommandations. Donc, on n'attend pas d'avoir des symptômes. Si on a des symptômes, c'est sûr qu'il faut aller faire un scanner. Ça ne se discute pas. Maintenant, je parle du dépistage. Et le dépistage, c'est pour les gens qui sont asymptomatiques. Docteur Faiz, Merci, professeur, pour cette excellente présentation. Donc, pour moi, au cours du suivi d'une PR avec un symptôme tout simplement d'une toux sans dyspnée, donc je me retrouve avec deux TDM thoraciques avec des interprétations contradictoires. Le premier, il m'indique qu'il s'agit d'une PID. Et au cours, avec des explorations fonctionnelles normales, et après notre suivi, donc notre contrôle, on se trouve avec un TDM thoracique normal. Bon, on peut expliquer cette... Kishkastra. Oui. Kishkastra. En fait, merci pour cette question qui est très pertinente parce que effectivement, ça pose problème. Le scanner pose problème. On aurait aimé avoir des radiologues avec nous parce que tout dépend du scanner, comment il a été fait. Là aussi, il y a des recommandations pour le scanner. C'est pas n'importe qui va interpréter d'abord ce scanner. On peut ne pas reconnaître ces lésions. Malheureusement, on a un problème de sensibilisation et de formation des radiologues dans ce sens. Pour nous, eh ben, on a un petit réseau, on a nos radiologues qui travaillent sur la PID et qui font des scanners en bonne et due forme et qui nous répondent. Il s'agit d'une pique, d'une pince ou autre. Et voilà, donc si vous avez des scanners faits un peu n'importe comment, il faut les réadresser chez un radiologue qui s'y connaît, bien sûr, pour faire le nécessaire. Voilà. Samalofi, Merci beaucoup pour votre excellent exposé. Alors, moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, il faut insister énormément sur les mesures, sur les traitements non médicamenteux. À savoir, bon, faire maigrir les malades qui sont obèses, optimiser le traitement de l'APR et surtout le tabac. Le tabac qui est un facteur De risque. aggravant de la maladie et éventuellement de la PID également. Donc, et tout ceci passe par l'éducation thérapeutique. Vous avez tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut d'abord passer par ça. Avant de passer au traitement médicamenteux, il faut jouer sur ces facteurs-là. Comme on a vu, c'est des facteurs de risque de développer la PID. Donc, si on arrive à améliorer cela, donc on va peut-être diminuer et réduire la charge thérapeutique chez ces patients et réduire bien sûr le risque de développer une PID. dernière question, professeur Bouchti. Bonjour, merci beaucoup. C'était très intéressant, très, très pratique. Ma question, c'est par rapport à vos malades, les PR, chez qui vous avez donné un antifibrosant. Est-ce que ça marche? Vous avez l'impression que ça rend service? Est-ce que c'est efficace? Merci. Oui, merci pour votre question. Alors oui, on a des malades, comme j'ai dit, il y a des malades qu'on avait traités comme fibrose, qui ont développé l'APR par la suite et chez qui on a gardé l'antifibrosant, mais chez qui on a ajouté un traitement pour contrôler la maladie.
Et il y en a d'autres qui sont venus avec une PR connue et avec une PID. Et donc, chez qui, bien sûr, on a démarré, on a bien sûr en concertation avec les rhumatologues et les internistes, donc chez qui on a démarré le traitement, les DIMARD ou autres, et enfin, soit que les biothérapies ou les thérapies ciblées, et on les suit dans le temps. Il y a des malades qui sont stables. Le dernier, enfin, le malade qui a euh, c'est-à-dire la plus grande durée de recul, ça remonte à 4 ans. Donc 4 ans, parce que l'antifibrosant, c'est pas très. Il vient d'avoir l'AMM dans les pneumopathies fibrosantes progressives. On le donnait dans les FPI. Et on l'a. Chez ce malade-là, on lui avait donné l'antifibrosant hors AMM, je me rappelle, parce qu'on n'avait pas encore l'AMM, mais on lui avait quand même donné. Et on a alhamdoulilah, un très bon feedback avec nos malades. Dernière question, docteur Marofi. Je voulais rebondir sur cette question des antifibrosants. Alors, selon votre pratique, quel est le maintien, le taux de maintien, la tolérance du médicament et le taux de maintien thérapeutique? Alors, le médicament, généralement, il est bien toléré. On a quelques petits troubles digestifs, diarrhée, douleur abdominale qu'on gère. On avait, si mes souvenirs sont bons, un patient qui avait un taux de transaminase qui était élevé et qu'on a pu gérer par la suite. Donc, c'est la gestion des effets secondaires, soit qu'on réduit la dose et puis on reprend, on retitre. Et puis voilà, c'est des malades qui sont toujours sous traitement et qui sont bien suivis. Et pour l'instant, on n'a pas de problème avec ces malades-là. On n'a pas eu encore de problème. Par contre, pour certains malades de fibrose idiopathique, parce que dans la fibrose, il y a plusieurs autres entités, donc il y a eu quelques petits problèmes avec certains malades de fibrose pulmonaire idiopathique. Mais pour les malades qui ont une fibrose associée à des connectivites, que ça soit PR ou autre, c'est des malades qu'on suit toujours et on n'a pas encore pas de problème. Merci beaucoup, professeur Zoba.